Il est certain cependant que ces premières études sur les souvenirs traumatiques devaient déjà contenir au moins en germe une tendance nouvelle, puisque toute la psychoanalyse en est sortie. Plusieurs auteurs ont essayé de nous montrer que le caractère propre de la psychoanalyse se trouve dans sa méthode. Monsieur Jung déclare non sans enthousiasme que l'on essaye de réfuter Monsieur Freud sans avoir utilisé sa méthode, et que l'on se conduit à ce propos comme un homme de science qui se rirait de l'astronomie sans consentir à regarder dans la lunette de Galilée. Monsieur A. Bruy, Monsieur A. Meder, Monsieur E. Jones nous ont indiqué les traits essentiels de cette méthode dont nous avons vu d'ailleurs les applications dans nombre d'études. Cherchons à mettre à part ce qui dans cette méthode est propre à la psychoanalyse. Au premier abord, les lecteurs se trouveront un peu déçus car les méthodes indiquées semblent ne rien présenter de bien particulier. Ces auteurs insistent sur l'examen prolongé du malade, sur les longues heures consacrées au même sujet pendant des années. Hélas, ce n'est pas là quelque chose de bien original. D'innombrables observateurs, parmi lesquels je dois me compter, ont perdu des heures et des heures, le jour et même la nuit, à observer de pauvres malades, à les retourner dans tous les sens sans parvenir à y rien comprendre. Il vaut mieux ne pas insister. On pourrait nous répondre, comme le fait le misanthrope quand il écoute le sonnet d'Oronte. « Allez, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. » Monsieur Freud insiste sur des conseils qu'il est fort juste de répéter sans cesse, mais qui ne peuvent prétendre à l'originalité. Il démontre, après bien d'autres, qu'il faut connaître toute la vie de son malade pour pouvoir comprendre ses troubles actuels. Les psychoses ne peuvent être considérées comme des accidents momentanés et locaux que l'on peut étudier et traiter en eux-mêmes sans s'occuper de toute l'histoire psychologique qui les a précédés. Pour bien connaître cette vie antérieure du malade, nos anciens maîtres répétaient qu'il faut recueillir des renseignements de tous les côtés, qu'il faut comparer les détails racontés par les parents et les amis avec ceux que donne le malade lui-même, et qu'il faut surtout savoir écouter le malade. Ce dernier point est particulièrement important pour bien connaître les événements qui ont fait une impression sur le sujet et qui ont pu lui laisser des souvenirs impressionnants et dangereux. Il ne faut pas seulement tenir compte des réponses à des questions précises, mais noter toutes les paroles que le malade prononce en dehors de l'interrogatoire et quand il se laisse aller à bavarder sans se surveiller. Pour noter un tel bavardage, les disciples de M. Freud conseillent de placer simplement le sujet sur un fauteuil tandis que le médecin se place derrière lui et de lui conseiller de se laisser aller à exprimer tout haut les rêveries qui viennent spontanément dans son esprit. Cela me paraît un procédé médiocre et un peu naïf, car le malade se sent surveillé malgré tout et arrange plus qu'on ne le croit ses paroles pour produire un certain effet. Il ne faudra y recourir, à mon avis, que si l'on ne peut faire mieux. Le malade doit être observé très souvent à son insu, quand il croit être seul, ainsi que je le faisais souvent, et il faut s'efforcer de noter ce qu'il fait et ce qu'il dit quand il se laisse aller à parler à demi-voix. M. Freud ajoute qu'il faut tenir compte non seulement des paroles que prononce le sujet, mais encore de ses réticences, de ses gestes, de ses tics, de ses rires, de ses lapsus, de ses plaisanteries forcées, etc. Il faut savoir comprendre, sans qu'elle le dise, qu'une jeune fille a envie de se marier, ou qu'elle est inquiète sur les suites de ses relations avec son cousin, et qu'elle parle d'appendicite parce qu'elle a peur d'être enceinte. Tout cela est excellent dans un cours à de jeunes étudiants, mais vraiment, je n'aurais jamais osé donner ces bons conseils à des médecins aliénistes. Une méthode plus intéressante a été proposée par M. Carl Gustav Jung de Zurich. Cet auteur a repris et a essayé d'appliquer à la clinique une ancienne expérience des laboratoires de psychologie. Après avoir préparé une série de mots, l'opérateur prononçait successivement chacun de ces mots et le sujet, immédiatement après l'audition d'un de ces termes, devait prononcer ou écrire à son tour le premier mot qui lui venait à l'esprit. On mesurait ensuite l'intervalle de temps qu'avait exigé chaque association et ses particularités.
Messieurs Meyer et Hort, 1901, avaient déjà observé que des associations de ce genre sont plus rapides quand elles sont accompagnées par un sentiment de plaisir et plus lentes quand elles provoquent un sentiment désagréable. Monsieur Jung constate de même que les associations sont toujours ralenties ou modifiées en quelque manière quand le mot prononcé par l'opérateur éveille dans l'esprit du sujet un sentiment pénible, relatif à ses souvenirs traumatiques qu'il garde en lui quelquefois à son insu. S'agit-il par exemple d'un individu tourmenté par l'idée fixe du suicide par la noyade? Les mots rivière, lac, nager, qui éveillent l'idée de la noyade, détermineront des associations d'idées plus lentes et anormales par quelque côté. Il en résulte que l'on pourra se servir de cette expérience pour mettre en évidence l'existence dans l'esprit du sujet des souvenirs particulièrement émotionnants et peut-être de souvenirs traumatiques. L'expérience est intéressante et elle réussit quelquefois quand on a affaire à un sujet calme et attentif, capable de se prêter à l'expérience et même de s'y intéresser. Quand on connaît déjà bien les idées fixes qui le tourmentent, on peut préparer des listes de mots convenables et on arrive à obtenir des associations prolongées et anormales à propos des mots qui ont quelque rapport avec les idées fixes du sujet. J'ai constaté à plusieurs reprises que l'on pouvait réussir cette petite expérience de démonstration. Je ne suis pas également convaincu que l'expérience réussisse de la même manière quand on ne connaît pas les idées fixes du sujet, ou quand celui-ci ne présente pas de souvenirs qui puissent jouer ce rôle. Les erreurs cliniques seraient, je crois, considérables si on prétendait ne guider son diagnostic que par cette expérience. J'ai cru observer que tous les mots qui éveillent une petite émotion quelconque, fût-ce une simple surprise, déterminent également un retard plus ou moins considérable et une altération de l'association. Il suffit qu'un mot bizarre et choquant détonne dans une liste de mots usuels pour amener une surprise de ce genre. J'ai obtenu des retards de 6 et 9 secondes en prononçant brusquement un mot peu convenable, comme merde ou votre cul, au milieu d'une liste de mots graves, et le sujet, dont je connaissais fort bien l'état mental depuis longtemps, n'avait aucun souvenir traumatique qui pût se rattacher à l'un de ces mots. Il serait fort dangereux d'inventer forcément des souvenirs traumatiques simplement à propos d'une pareille expérience. D'ailleurs, la plupart des malades se prêtent mal à des expériences de ce genre. Leur distraction, leur mauvaise ou même leur trop bonne volonté amènera à des retards dans l'association bien plus graves que ceux qui pourraient être déterminés par des souvenirs émotionnants. Ce procédé ressemble à beaucoup d'autres procédés de laboratoire auxquels je regrette d'avoir consacré autrefois trop de temps et qui, au moins actuellement, ne peuvent guère rendre des services à la clinique que dans des cas très spéciaux. Ces procédés ne peuvent servir aujourd'hui qu'à exprimer avec une apparence de précision scientifique des résultats auxquels on était déjà parvenu par la simple observation clinique. Quoi qu'il en soit, cette expérience intéressante qui, en se perfectionnant, donnera peut-être naissance plus tard à des procédés d'examen plus pratiques, s'ajoute simplement aux diverses méthodes qui avaient déjà été employées par l'analyse psychologique pour découvrir les souvenirs émotionnants. Elle ne semble pas apporter le principe d'une doctrine bien nouvelle. Cependant, on peut déjà, dans ces premières méthodes de la psychoanalyse, noter quelque chose de particulier. Les méthodes cliniques et psychologiques précédentes étaient plus complexes, parce qu'elles se proposaient des objets multiples. D'un côté, évidemment, elles cherchaient si la vie antérieure du sujet présentait un événement qui fût susceptible d'avoir déterminé une émotion durable. Mais ce problème n'était pas le seul. Elle cherchait également si le souvenir de cet événement avait été réellement traumatique, s'il avait réellement influencé l'évolution de la maladie ou s'il était resté sans effet. Cette discussion était considérée comme aussi importante ou même comme plus importante que la première recherche. Enfin, l'analyse psychologique
ne se bornait pas à cette étude sur les systèmes psychologiques persistants. Elle examinait toutes les autres fonctions mentales et cherchait s'il n'y avait pas des troubles de l'attention, de la volonté, de la synthèse mentale, etc. Développés simultanément ou antérieurement à ce souvenir émotionnant et capable, précisément, de le rendre traumatique. La psychoanalyse semble concentrer tous ses efforts sur le premier problème et ne pas se soucier des deux autres. Elle cherche par tous les moyens possibles à mettre en évidence l'existence d'un souvenir émotionnant et semble faire de cette découverte le but essentiel, le but unique de l'examen mental du sujet. C'est là un caractère de la psychoanalyse qui va s'accentuer de plus en plus si nous considérons ces autres méthodes d'étude bien plus originales. L'analyse psychologique s'était servie pour rechercher les souvenirs traumatiques de l'examen du sujet dans divers états pathologiques ou normaux, mais distincts de la veille. Elle examinait les sujets pendant les crises délirantes, dans les somnambulismes naturels ou provoqués, pendant les périodes de distraction, dans l'état de médiumnité qui déterminait l'écriture automatique, ou simplement pendant le sommeil, dans les rêves. La psychoanalyse a surtout insisté sur ces derniers phénomènes et a surtout observé les rêves des malades. Mais il faut reconnaître que cet examen des rêves a été fait d'une manière très originale. Au lieu de se borner à recueillir les attitudes et les paroles du sujet pendant les rêves ou immédiatement après le réveil, et de ne tenir compte que de ces paroles elles-mêmes, la psychoanalyse a tiré de ces documents un parti infiniment plus avantageux grâce à la méthode féconde de l'interprétation. M. Freud a publié un ouvrage remarquable sur la psychologie des rêves, Traumdeutung, 1900, traduction anglaise par A. Brill, New York. Et ses élèves ont beaucoup développé les idées qu'il avait avancées sur ce sujet. Ces études sur les rêves ne comportent pas de méthode particulière pour les recueillir avec précision au moment où ils se produisent ou peu après, ni de méthode pour les provoquer. M. Freud ne paraît pas se préoccuper, comme font tant d'autres auteurs, des troubles de la mémoire qui transforment tant de rêves et de la systématisation que le sujet met dans ses rêves dès qu'il est réveillé. Il se borne à recueillir et à accepter tel quel le récit que le malade veut bien faire de son rêve quelques heures ou quelques jours après. Il ne cherche pas à critiquer ces récits. Son but est tout autre. Il veut simplement expliquer tous ces récits par un principe général. Autrefois, Maury, 1861, et avant lui, Sharma, dans son livre sur le sommeil, 1851, avait dit que les passions et les désirs des hommes se manifestent plus librement dans le rêve que dans la pensée de la veille. L'âme étant en un profond repos et en son calme, découvre comme un enfant clair ses vraies affections et convoitises, et bien souvent, ce qu'on n'ose ni faire ni dire en veillant se présente en songe pendant le sommeil. Le rêve est une soupape, disait A. Daudet. Mais pour ces auteurs, ce n'était là qu'une loi particulière, s'appliquant à certains rêves, et non à tous, et combinant son action avec celle de beaucoup d'autres lois différentes. M. Freud transforma cette hypothèse partielle en principe général. Pour lui, un rêve n'est jamais autre chose que la réalisation d'un désir plus ou moins dissimulé pendant la veille. Le désir est refoulé pendant le jour par la conscience, qui joue le rôle de censeur sévère, et il se développe pendant la nuit, quand le censeur se repose et cesse sa surveillance. Cependant, le désir ne peut, sauf dans des cas exceptionnels, se réaliser même en rêve d'une façon complète et simple. Cela pourrait réveiller le censeur qui se fâcherait et interromprait la récréation, je veux dire le sommeil. Le désir doit même pendant le sommeil se déguiser. Pour ne pas réveiller le censeur, il doit subir des transformations qui le rendent
méconnaissable.